Merci déjà. Et je vais diminuer un peu, comme tout le monde, parce qu'il faut qu'on fasse les choses un peu tendres maintenant, mais c'est bien. Ce qui nous incombe à nous soignants, c'est bien de faire bordure, d'entourer, de rassurer. Les hôpitaux psychiatriques disposaient de cellules tout carcérales ou trop monastiques. Il est toujours remarquable qu'après avoir réglé des enceintes pour contenir la folie, il faille encore réduire l'espace à une chambre d'isolement, dite d'ISO. Sur le principe de trouver un cocon pour border, rien à dire a priori. N'importe quel soignant sait bien que la pression tombe si la scène est restreinte. Là où le bas blesse, c'est d'avoir fait un acte médical prescrit et codifié, qui va être peu propice à l'initiative des infirmiers. Ce qui devrait être l'exception va se banaliser, entrer dans une logique comptable, le nombre de passages, les transcriptions sur dossiers informatisés, les cigarettes, le nombre éventuel de sorties. Revenons sur l'histoire. En 1993, de dramatiques accidents relayés par les médias ayant entraîné le décès de patients dans des chambres fermées à clé ou interpellé les législateurs. Ils seront le point de départ de toute une réflexion puis de mesures quant aux soins du patient. La circulaire de juillet 1993, rédigée par Simone Veil, rappelait les principes relatifs à l'accueil des malades et à leur modalité de séjour dans les établissements publics et privés. Les circulaires évoquaient la loi de 26 juin 1990, les règles intérieures, ainsi que les modalités de d'isolement de certains patients. La parution de la circulaire Veil, la fréquence de ce type de soins et la diversité des pratiques, le nombre des risques élevés à gérer dans ce processus de soins complexe, le potentiel élevé d'amélioration possible. 8 février 1996, suite à une réflexion grandissant dans les établissements publics de santé mentale sur cet endroit de soins qu'est la chambre d'isolement et des problèmes liés à la dépendance totale du patient soignant, le CH Esquirol a proposé une journée clinique pluridisciplinaire de la chambre d'isolement à la chambre de soins intensifs, afin que nous puissions échanger sur nos pratiques en France et dans quelques pays européens. En 1998, l'ANAS, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, a rendu public le référentiel de bonnes pratiques de la mise en chambre d'isolement pour que ce soin soit réalisé le moins souvent possible et le mieux possible. Le docteur Pascal Jaffé, qui a participé à l'audit clinique de l'ANAS, écrit « L'isolement doit être entendu comme un soin intensif, nécessitant une surveillance attentive. » Donc à partir de là, ils vont donner quelques codes de bonne conduite. En définissant des indications, la première est de prévenir la violence imminente du sujet envers lui-même ou autrui. Le deuxième permet d'anticiper un plausible risque de rupture thérapeutique, en fait risque de fugue. Le docteur Favre indique que les troubles du comportement alimentaire peuvent entrer dans ce cadre de soins. La mise en chambre d'isolement est aussi une méthode d'élimination des stimulations reçues. Il y a des patients qui, animés d'une agitation maniaque, commente le psychiatre, font feu de tout bois vis-à-vis de l'environnement. La mise en chambre d'isolement est aussi indiquée pour les schizophrènes présentant une angoisse de l'enseignement et qui peut être demandée par eux car le cadre de la chambre d'isolement va atténuer leur tendance à la dispersion. Dans la liste des 23 critères proposés par l'ANAS, une surveillance médicale bi-quotidienne est proposée afin de suivre et d'évaluer cliniquement le patient. L'ANAS met l'accent sur l'entretien de sortie d'isolement afin que le patient puisse s'exprimer. En 2004, on va aller plus vite, on va passer où en fait dans le décret relatif à la profession d'infirmier ou d'infirmière du 29 juillet 2004, on retrouve surveillance des personnels en chambre d'isolement. Depuis quelques années, les hôpitaux ont codifié, protocolisé dans des documents qualité, avec les références légales, la définition, les indications, les objectifs, les conditions de réalisation. Michel Foucault souligne que l'on privilégie les règlements pour éviter toute situation non souhaitable plutôt qu'une réflexion de l'individu. Il dit, dans une société libérale, déclare le philosophe, il est apparu que la régulation par la forme juridique constituait un instrument autrement efficace que la sagesse ou la modération des gouvernements. Pour 2016, l'HAS nous promet des fiches mémo sur ces pratiques. Lors de la séance du 18 septembre 2015 au Sénat, il est dit qu'un registre est tenu dans chaque établissement de santé désigné par le directeur général de l'ARS. De plus en plus, on nous demande des registres pour faire ainsi, pour pouvoir tracer, calculer le nombre d'isolements, le nombre de moments de contention.
Quelle analyse de chiffres pourrait être garante de la juste utilisation de ces outils? Dans le cadre de l'examen du projet de modernisation de la loi de santé pour le Sénat en septembre, projet adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, et après l'audition du 6 juillet au Sénat d'une délégation composée de membres des 39, Hervé Bogobzal, psychiatre et fondateur du collectif des 39, a commencé par qualifier la contention de pratique d'un autre âge, mais aussi de pratique en augmentation, banalisée. Et c'est bien là qu'est le problème. Depuis que les protocoles d'isolement ou de contention ont été créés, on assiste à une banalisation de ces actes qui pourraient être seulement des outils à utiliser avec précaution. Dans le protocole, nous pouvons lire énoncé de règles, de procédures qui déterminent la conduite d'une opération complexe. Ces procédures étant un ensemble de formalités à accomplir afin qu'un tribunal soit susceptible de trancher le litige qui lui serait soumis. Nous pouvons donc penser qu'il y a un rapport à la loi, à la justice, d'autant que le protocole de MCI a été élaboré à partir de références législatives et institutionnelles. Pour les équipes, ce protocole est donc de respecter, car la responsabilité individuelle de l'infirmier est engagée et y déroger est une faute sanctionnable. Au cours d'une telle prise en charge, au cours de cette prise en charge, l'équipe serait-elle omnibulée pour le protocole, en oublierait-elle ses valeurs? Cependant, pour Devers, le droit répond à un modèle commun, toujours lié au réel, et les clés de cette évolution reposent sur deux axes, qualité de la science et qualité de la relation humaine. Le législateur insiste sur le droit des patients dans la continuité des droits de l'homme. Lors de la prise en charge de patients hospitalisés en chambre d'isolement, le soignant est confronté à ce paradoxe de contrainte et de consentement aux soins. Il doit donc, dit Flick, respecter le non-consentement du patient tout en travaillant pour ce consentement et rechercher l'alliance thérapeutique. Mais que dire lorsque le patient refuse le soin, comme s'il refusait la vie? Cet acte de refus se heurte alors aux valeurs des soignants, réveille sa toute-puissance qui le conduit à l'action par crainte du pire. Les soignants impliqués dans les protocoles ne cherchent plus à donner du sens à ce que le patient veut dire à travers ce refus. L'accepter serait pour Michel Vial ne pas chercher à résoudre les contradictions, mais à les assumer par un travail inachevé, toujours à recommencer, chercher encore, comprendre, faire connaissance. Cela suppose aussi d'analyser sa posture de soignant. Ai-je induit suffisamment de réassurance? Ai-je bien entendu? N'ai-je pas transmis mes inquiétudes, mes craintes? Patricia Gaufreau, usager des soins, écrit qu'il ne s'agit pas de soigner ou non une personne, mais peut-être tout simplement de la respecter tout en la soignant, et de trouver par conséquent l'artifice conciliable avec les valeurs concernées. Pour obtenir le consentement aux soins, le patient peut s'économiser ses questionnements, qui ont une seule volonté, protéger le patient, lui garantir ses libertés individuelles malgré l'obligation de soins. Pour Aristote, l'éthique est abordée par l'analyse de la praxis. Elle est la théorie de l'action que l'homme doit mener pour conduire sa vie et découvrir la manière d'être le plus heureux. Le bonheur, dit-il, réside dans la fonction d'homme. L'homme s'accomplit en vivant comme homme. Ce soin protocolisé empêche l'équipe de réfléchir et d'agir en toute sérénité. Le protocole peut être du domaine de la technicité, un outil qui permet la réalisation d'un acte, un guide, mais pas une finalité. Le psychiatre guide ajoute, mais à détailler les choses. Il y a mille et une façons de faire avec la psychose qui dépend beaucoup du génie soignant et pas de l'application imbécile d'un protocole. Ces protocoles, on pourrait dire qu'ils retiennent l'eau comme le limon en amont. Ils dressent des barrages qui assèchent la pratique. J'aime beaucoup cette phrase parce que ce psychiatre, j'ai travaillé plus de 20 ans avec lui. C'est lors des réunions de régulation infirmière ou pluridisciplinaire que se fait un travail d'élaboration psychique sur la praxis des équipes soignantes. Cette communication aidera à travailler sur ses valeurs, à se resituer par rapport à la clinique. Un exemple de situation, l'équipe infirmière prenait en charge une jeune patiente schizophrène en pleine crise d'angoisse de morcellement, qui demandait à tête hachée sur son lit car elle disait « crainte de ses bras, ses jambes me partent ». Elle était accompagnée dans sa chambre, rassurée, bordée au plus près dans ses couvertures comme dans un cocon, et cela parfois l'apaisait. Cette idée leur était venue car le IDE, qui anime un groupe de relaxation compte, avait partagé dans une relève que certaines patientes aimaient bien être au chaud dans la couverture et bien souvent lui demandaient d'être bien bordées pendant ce moment d'écoute de ce compte. Ces temps de relève, de réunion clinique, de travail sur le dossier du patient
sont de vrais moments de partage dans l'équipe. L'organisation du travail permet de profiter pleinement de ces temps d'échange et de réflexion et d'avoir une équipe motivée, passionnée de clinique. Pour conclure, en psychiatrie, nous devons faire vivre le protocole. Et pour lui donner du sens, nous ne devons pas perdre le raisonnement clinique. Pour Pélissier, par clinique, j'entends toute observation, écoute, réflexion concernant la souffrance humaine, qu'elle s'exprime dans le corps des comportements. Cette attitude d'observation, d'écoute et de réflexion répond à un but précis qui est de soulager de façon désintéressée et éventuellement de connaître les conditions et les circonstances de cette souffrance. Une question d'humanité et d'éthique éclairée par Bruno Bettelheim. Ainsi, nous devons établir dès l'arrivée d'un malade une passerelle entre lui et nous. Et cette passerelle est bâtie sur notre conviction qu'il n'est pas différent de nous, il a simplement souffert plus que nous. Merci.